Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bonjour Caroline, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a emmené dans l'art? Oh, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, je ne sais faire que ça. Dessiner, rêver, capter l'environnement, m'intéresser. Je suis très curieuse. J'aime beaucoup les différents matériaux. Et, et voilà, je ne peux pas vivre sans créer. Vous êtes peintre, dessinatrice, designeuse, plasticienne et écrivaine. Comment chacune de ces pratiques nourrit-elle votre travail global? C'est juste la matière qui compte, c'est juste la façon de le dire qui compte. Je ne raconte pas les mêmes choses avec un stylo plume, ou avec de la terre, ou avec des coquilles Saint-Jacques, ou avec du lin, ou avec du papier, ou avec des livres, ou avec des couvertures de survie. Vos œuvres cherchent à retisser un lien intime avec le vivant. Comment traduisez-vous cette ambition dans votre processus créatif? Alors, le lien intime avec le vivant, eh bien, à partir, peut-être ça remonte à mon enfance. J'avais un papa qui était physiologiste. Donc l'intérieur, les infimes relations entre l'intérieur de notre corps. Et puis, je pense que ça, tout ce qui se passe en nous, ça se passe à l'extérieur. On vit sur une terre extraordinaire. On est au paradis ici, vous ne le savez pas. Hein. Si on le savait, si on en avait vraiment conscience, on ne prendrait pas les mesures qu'on prend aujourd'hui à détruire notre espace de vie, ce qui nous nourrit, l'air qu'on respire. Tout ce qui nous traverse. Vous savez que biologiquement, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines en nous. Donc à partir du moment où on sait ça, on dit merci les bactéries de nous accueillir, d'accueillir le vivant. Et de fait, on réfléchit, en tout cas moi, je réfléchis autrement. Je me dis, je fais partie de ce tout vivant et je veux raconter cet émerveillement à travers mes œuvres. Vous utilisez des matériaux inattendus, comme les coquilles Saint-Jacques, la paille, les algues marines ou encore la pierre fossile. D'où cette fascination pour la matière et l'écologie. Alors, je pense que ça doit encore être un petit souvenir d'enfance. Je me rappelle très très bien, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer en partie, enfin pendant les très grandes vacances. Et de plus loin, parce que on me pose souvent cette question. Et donc, j'ai cherché. Je me suis dit, le plus loin que je me souvienne, j'étais petite fille, j'avais les pieds dans l'eau, dans une mare, à marée basse. Et je regardais la lumière qui traversait l'eau. Je soulevais les cailloux, je voyais les algues, les petits crabes qui passaient, la découverte d'une petite crevette, etc. Et je me souviens très bien, l'émotion, je suis tombée sur une petite, je les adorais, les petites étoiles de mer. Et quand vous la retournez, elle a plein de ramifications et plein de petites tentacules comme ça. Et petite, je me suis dit, tiens, c'est une étoile du ciel qui est tombée dans la mer. Et je me suis aperçue, là, à ce moment-là, tout me dépassait. Tout était plus grand que moi, plus l'univers, et qu'en même temps, je faisais partie de ce très grand. Et c'est peut-être ça qui a fondé tout mon travail autour du vivant. En tout cas, je m'en rappelle quotidiennement quand je travaille. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre installation Igloo, concept, matériaux et immersion? Igloo, Interligen, Genesis, Laedanthus, Origo, Oceano. Les liens qui nous unissent, réjouissons-nous, depuis des générations, sont d'origine océane. C'est une œuvre immersive qui fait 3 mètres de diamètre, 2 mètres de haut. On peut se retrouver une joyeuse bande à l'intérieur, une quinzaine de personnes. Et vous êtes entouré de ces coquilles. Vous avez l'impression d'être peut-être une coquille Saint-Jacques vous-même. En tout cas, il y a une coloration merveilleuse de intérieur et extérieur. Et lorsque vous rentrez dedans, vous entendez des chants de baleines. Des chants de baleines qui m'ont été donnés, prêtés par un ami qui est bioacousticien, qui est professeur à Sorbonne Université, qui s'appelle Olivier Adam, et qui parcourt le globe pour enregistrer les cétacés. Il existe plus de 80 espèces de cétacés, on en connaît très peu. Et c'est une façon justement de pouvoir donner à entendre cette voix de l'océan comme une voix emblématique de tous nos écosystèmes. Si les baleines vont bien et qu'on les entende, ça veut dire que tous les écosystèmes en dessous sont encore vivants. Et donc ça permet de raconter tout ça en fait. Vous créez des œuvres visuelles et sonores avec des bioacousticiens. Comment intégrer le son modifie-t-il l'expérience plastique?
Ah, pour moi, depuis une dizaine d'années, je collabore toujours avec 2 amis bioacousticiens. Je vous ai parlé d'Olivier. Il y a aussi Thierry Aubin, qui lui parcourt alors lui, il est CNRS, un chercheur. Il parcourt le monde pour enregistrer des tas d'animaux qu'il adore. Des caïmans, des manchots empereurs, des piolos hurleurs au fin fond de l'Amazonie. C'est un baroudeur et un très grand scientifique, un très grand ornithologue. Et nous sommes devenus amis. Et depuis 10 ans, je leur dis, écoutez mes amis, en fait, jamais je ne ferai une exposition sans du son de la vie sauvage. Nous vivons des vies totalement déconnectées de la vie sauvage et de plus en plus. Et mon rôle à moi, en tant qu'artiste qui parle du vivant, eh bien, c'est de faire entendre cette symphonie sauvage le plus possible. Exposition, eh bien, je les sollicite pour avoir un moment sauvage quand on regarde mes œuvres. Vous êtes qualifiée d'artiste militante de l'ère anthropolitique. Comment percevez-vous le rôle de l'art dans la transition écologique ? Alors, le rôle de l'art dans la transition écologique, je vois qu'il est extrêmement important parce que nous réfléchissons différemment. En tout cas, moi, je réfléchis différemment. J'ai des antennes et des capteurs qui sont pas du tout les mêmes que tout le monde. Et peut-être que c'est ça qui fait que mon regard différent va amener les gens à regarder avec émerveillement cette nature qu'on ne voit plus et qu'on n'entend plus. Vous partagez le processus créatif sur votre site et lors de médiations. Comment se manifeste cette volonté de pédagogie artistique ? Ah, ça fait partie de mon ADN. J'aime rencontrer des gens que je ne connais pas et j'aime leur raconter, les faire rentrer dans mon univers ou en tout cas entamer une discussion, entamer un échange. Parce qu'il me semble que ça se fait vraiment dans l'échange, tout ça. On va parler de la série Hybride. Pouvez-vous nous raconter la genèse de cette série ? Comment ces dessins sont-ils nés ? Y a-t-il eu un déclencheur, une intuition initiale ? Alors Hybride, oui, c'est une série de 50 portraits, un tête-à-tête insolite, avec des personnalités incroyables qui sont une symbiose humaine et non humaine, végétale. Et c'est en quelque sorte un cadeau commande. J'ai été sollicitée par le Musée de la Chasse et de la Nature à Paris pour fêter leurs 50 ans, à rencontrer lors d'une visite singulière un public. Et je voulais leur offrir ces 50 portraits comme 50 petites lumières et 50 façons de s'émerveiller sur le temps long de l'évolution et sur toutes les interactions interespèces, etc. Et c'est un beau corpus. J'ai mis plusieurs mois à le concevoir puisque ce sont des dessins assez grands sur des papiers washi, des papiers japonais, qui accueillent pour certains très bien le stylo à plume. Et je voulais vraiment travailler ce corpus de façon très fin, très finement, avec des encres dont j'ai créé les couleurs. Il y en a aussi quelques-uns au stylo Bic. Et il y a une fraternité avec ces portraits-là, qui nous viennent d'ailleurs, d'un autre monde, d'un futur ou d'un lointain très éloigné, de quelque chose qui parcourt l'espace comme ça et qui nous vient à nous à travers des œuvres d'art. Certains dessins évoquent des êtres étranges, d'autres presque familiers. Vous humanisez l'animal, le végétal. Que cherchez-vous à provoquer chez le spectateur ? Une émotion, un questionnement, une curiosité, un étonnement, ça c'est certain. Et puis derrière cette première rencontre, peut-être poursuivre la réflexion, se dire « Ah oui, tiens, pourquoi il y a ce mélange, etc. » Peut-être comprendre que le vivant n'est fait que de symbiose, en fait. Que nous sommes nous-mêmes une sacrée symbiose de beaucoup de choses. Et se rendre compte de ça, c'est déjà s'inscrire dans un monde vivant et peut-être plus le respecter et le regarder. En fait, c'est pas du tout une vision anthropomorphique, anthropocentrée. C'est quelque chose d'une symbiose avec le monde végétal, le monde animal,
Et l'humain, nous sommes animaux également, hein, donc c'est pour ça que je dis humain et non humain, mais nous sommes des animaux. Et avec une certaine particularité, on a un cerveau extrêmement développé et malheureusement, au bout de quelques siècles, on est capable de faire harakiri, c'est-à-dire de supprimer nos conditions d'existence. Nous sommes en train de polluer l'air que nous respirons. Or, si on n'a pas un air respirable, voilà, ce sera terminé de l'humain. Je ne pense pas que l'humain va durer très très longtemps sur Terre, en fait. Il y aura plein d'autres choses merveilleuses après nous. Et voilà. C'est peut-être ces corpus racontent un peu tout ça, et une espèce de prise de conscience pour respecter un peu plus ce qui nous nourrit et ce qui nous traverse et ce qui nous permet de respirer, de vivre. Le terme hybride évoque des croisements, des mutations. Quelle est votre définition de l'hybride ici? Est-ce une métaphore écologique, sociale ou purement plastique? C'est une métaphore purement plastique, mais avec une volonté, justement, passée par l'œuvre, justement, esthétique, rentrer par ce biais-là pour raconter toutes les symbioses, toutes les interconnexions du vivant. On va parler de la série Vitae. Avec Vitae, on change d'échelle, de support, de présence. Pourquoi ce passage à la couverture de survie, ce matériau si symbolique? Est-ce un acte politique, symbolique, ou un choix de surface miroir? Parler de la série Vitae. Alors, c'est un choix multiple. Le premier choix, c'est le nom et la qualité de la toile, la couverture. Le nom survie. Nous sommes tous en survie, en quelque sorte. Il y a les couleurs de la couverture de survie que j'aime beaucoup, l'or d'un côté qui pour moi symbolise le soleil et l'argent de l'autre côté qui pour moi symbolise l'eau. Donc les deux conditions d'existence de la vie sur Terre et qu'on dépend de ça. Et puis l'idée du miroir, c'est une face qui renvoie très bien la lumière. Et vous pouvez rentrer dedans lorsque vous êtes face à l'œuvre. Si vous êtes habillé en bleu et blanc, par exemple comme moi aujourd'hui, vous allez colorer l'œuvre et vous allez faire partie de cette œuvre. Elle va vraiment entrer en symbiose avec vous. Et toutes les variations lumineuses et colorées qu'elle va refléter. Le fait qu'il y ait des petites sections comme de multiples petits miroirs comme ça qui se déploient, c'est comme le déploiement de la vie comme ça, qui est toujours vibrant, toujours en mouvement, toujours à prendre la lumière, toujours à changer, toujours à coévoluer, et ça raconte énormément de choses et j'aime beaucoup. Vitae. Vous parlez d'un jeu de miroir, d'une symbiose avec le visiteur. Quel rôle le public joue-t-il dans cette œuvre? Cherchez-vous à rendre l'œuvre réactive, presque vivante elle aussi? Oh oui. Là, il y a un vrai dialogue esthétique qui se fait avec la lumière, avec la personne ou les personnes, et puis ce qu'il y a sur le support. Donc ça devient quelque chose de très éphémère en même temps, et une vraie rencontre. C'est un peu comme un baiser. Voilà, c'est comme si on échangeait un baiser avec quelqu'un. On se touche, sans se toucher. Entre hybride et Vitae, vous semblez interroger les frontières du vivant. Où commence-t-il? Où finit-il? Est-ce une question centrale dans votre œuvre? Oui, elle est tout à fait centrale, cette question-là. Et alors, où elle commence? Elle commence dans l'océan, hein, cette histoire de la vie. On n'était rien, il y a eu des petites algues et puis ça a donné tout l'arbre du vivant. Et donc, sachant tout ça, on ne peut que s'inscrire dans un vivant qui est en perpétuelle mutation. Et j'aime ces corpus qui sont en mutation constante et qui bougent tout le temps et qui offrent un renouvellement d'êtres qui potentiellement peuvent exister, en fait. Ils existent sous forme d'art, mais ils pourraient exister. Comment ces séries s'inscrivent-elles dans votre démarche plus globale, notamment autour de l'écologie, du sensible et de la matière? Alors, ce sont des corpus très dessinés. Je suis une artiste qui aime depuis toute
toute petite dessinée, je manie beaucoup le dessin, les encres singulièrement. Et ça me change de beaucoup d'autres œuvres que je peux faire avec plus de matière, en 3D, en volume, des choses immersives, des très grandes peintures de centaines de mètres carrés. Voilà, là, c'est quelque chose d'extrêmement précis. J'ai fait beaucoup de gravures quand j'étais jeune, donc on est vraiment sur quelque chose de très, très précis. Et j'aime ce balancement entre la méditation d'un trait, les créations des couleurs, ce jeu sur le papier, mais aussi sur la couverture de survie qui glisse différemment, etc. Donc c'est vraiment une sensation très différente de tout le reste. Et j'ai besoin de beaucoup de choses pour m'exprimer selon ce que j'ai envie de dire. Donc je ne dis pas la même chose avec de la terre que j'ai ramassée en pleine forêt, et je vais travailler différemment, ou des coquillages, ou des algues, ou du lin, ou des feutres, ou des craies, ou des stylos billes, ou des stylos à encre, ou stylos plumes. C'est chaque outil va me libérer une énergie ou me permettre de dire quelque chose différemment. Quel serait le regard idéal, la posture idéale du visiteur face à ces œuvres? Que souhaitez-vous qu'il ressente, qu'il comprenne ou qu'il questionne? Son intimité, qu'est-ce qu'il fait sur Terre, et qu'il est de passage, et qu'est-ce qu'il va faire de ce passage, qu'est-ce qu'il va en faire. Pour finir, pouvez-vous me citer 3 artistes qui vous inspirent? J'adore cette phrase de Léonard de Vinci qui est tombée dans ma tête il y a longtemps. Toute contrainte m'est grâce. Je travaille beaucoup dans la contrainte. J'ai beaucoup de contraintes techniques, voilà, c'est un papier, un format, c'est une contrainte, un outil, c'est une contrainte. Les rencontres, et voilà. Donc, faire un disque en algue pour écouter les chants de baleine, c'est une contrainte. Il y a énormément de contraintes qui me donnent une liberté extraordinaire. Donc, j'ai compris ça il y a très longtemps. Toute contrainte m'est grâce. Et il y a une femme que j'aime énormément qui pour moi a marqué, si je dois retenir une femme, c'est Louise Bourgeois, parce qu'elle a touché à beaucoup de choses, elle avait un univers sensible extraordinaire. Il y a 2 univers qui me nourrissent toujours beaucoup, c'est le Moyen-Âge, parce qu'il y a des couleurs et des dessins extraordinaires, des fraîcheurs de couleurs sublimes, et la préhistoire, les grottes fascinantes de ces hommes et de ces femmes qui ont pris un support, le support de leur pariétal, donc des grottes, pour pouvoir y inscrire leur vie quotidienne, animalière, sensible, extraordinaire, et eux vraiment faisaient partie d'un tout vivant.